Merci, chère Virginie, mesdames et messieurs, chers collègues, madame la directrice générale, chère Virginie, bienvenue à Bercy, tout d'abord, dans le riant bâtiment du ministère de l'Économie et des Finances. On a peut-être fait, mais on fera peut-être aussi un colloque pour expliquer l'influence de l'architecture. Ah, j'ai le droit d'enlever mon masque. D'accord, ça sera beaucoup mieux. Sur la vie au sein du ministère, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, puisque cette édition est consacrée, cette année, à l'organisation des ministères économiques et financiers en Europe et dans le monde. Nous aurons l'expérience belge qui sera échangée avec nous aujourd'hui, britannique, allemande et sans doute d'autres pays. Je me tourne vers Marcel Guénoun, à qui un hommage doit être rendu, parce que c'est lui qui a été la cheville ouvrière de cette édition, comme de bien d'autres. Et donc, je pense que nous lui devons beaucoup et je souhaite le lui dire très directement. Je voudrais féliciter l'IGPDE qui a réussi à organiser cette édition dans une année qui reste particulière. Comme l'a dit Virginie, nous bénéficions quand même de la possibilité d'avoir quelques personnes en présentiel, comme on dit selon le terme désormais consacré, et qui est lui aussi très inspirant. Mais nous avons aussi par Zoom beaucoup de collègues et de participants, d'étudiants, je suppose, de chercheurs qui vont participer et bénéficier de ces échanges. C'est aussi une année particulière parce que nous sommes ici pour la 20e édition des rencontres de la gestion publique, mais c'est aussi les 20 ans de l'IGPDE, une très belle institution qui assure des missions d'enseignement et de formation continue, notamment concernant, c'est très important, la préparation aux voies d'accès internes à la haute fonction publique. Je le dis avec beaucoup d'admiration, l'IGPDE est de ce fait très clairement aujourd'hui au cœur de la réflexion, bientôt aboutie d'ailleurs, sur la réforme de la haute fonction publique, dont il a été à bien des égards le précurseur. Et d'ailleurs, ce que nous faisons aujourd'hui est un des éléments qui va inspirer cette réforme, puisque depuis 20 ans, l'IGPDE n'a eu de cesse que de développer et de renforcer l'ouverture vers l'université et la recherche. C'est un axe que l'IGPDE maîtrise, a beaucoup développé, et c'est très clairement une des inspirations de la réforme qui est en cours sur la formation des futurs cadres dirigeants de la fonction publique. Je crois que la reconnaissance dont fait l'objet l'IGPDE est tout à fait justifiée. C'est une fierté pour ce ministère et je tiens à le dire pour les 20 ans de cet institut. Autre élément d'ouverture, là aussi très bien développé par l'IGPDE, l'ouverture vers les autres administrations. Donc la transversalité, cette fameuse transversalité que le gouvernement souhaite développer dans notre haute fonction publique, vers le monde de l'entreprise privée et le monde économique plus largement, vers la société civile et bien sûr entre les directions du ministère dont il est un trait d'union parfaitement identifié et connu. Cette volonté de dialoguer et de diffuser les savoirs entre des mondes qui sont trop souvent étanches les uns aux autres est depuis les origines l'une des raisons d'être de l'IGPDE et c'est aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, un objet de reconnaissance interministérielle puisque le modèle est bien identifié et donc je crois que nous pouvons en être fiers. Deuxième ligne de force de l'IGPDE qui fait qu'il est également au cœur des objectifs actuels, c'est un extraordinaire outil de promotion interne au sein de l'administration. On ne le dit pas assez, mais la promotion interne est une des forces de l'administration française, sans doute aussi à l'étranger. C'est aussi un des éléments sur lequel nous pourrons travailler. Et donc, c'est un garant de la diversité des profils en termes d'expérience. Ouverture, diversité, transversalité, ce sont autant de savoir-faire que l'IGPDE a mis en place et qui en fait un des creusets de la formation initiale et continue pour la haute fonction publique de demain. Les rencontres internationales de la gestion publique, l'un des événements organisés par l'Institut, ne déroge pas à cette règle. Ces rencontres sont conçues depuis l'origine comme un espace de débat et d'échange entre ceux qui font l'action publique, qui sont dans l'action publique et qui, je le dis par parenthèse,
ont parfois un peu de mal à analyser leur propre action, ceux qui font l'action publique, praticiens, et ceux qui l'analysent, et les chercheurs académiques, qui, eux, ont parfois, je pense, c'est moins mon expérience, un peu de mal à voir ce qui se passe vraiment dans la machine, à ouvrir le capot et à voir comment les pièces interagissent et jouent entre elles. Donc c'est vraiment très important qu'on puisse à la fois avoir ce recul pour ceux qui sont dans l'action et avoir cette connaissance de la réalité fine de l'action publique pour ceux qui en sont les étudiants et les analystes. Ces rencontres se sont donc imposées comme un événement incontournable et nécessaire pour étudier et comprendre la transformation de l'État qui est à l'œuvre au moment même où nous parlons. Je souhaite donc un très bel anniversaire à l'IGPDE et au RIGP, et j'espère et je suis sûre que cette édition sera une nouvelle étape importante pour répondre aux missions qui lui sont confiées et consacrer son rôle dans le monde de la formation des hauts fonctionnaires de demain. J'en profite pour remercier également la CASDEN, qui est depuis plusieurs années un partenaire essentiel, le partenaire essentiel de cette manifestation. L'édition de cette année, comme vous le savez, a pour thème « Organiser les ministères économiques et financiers, un regard comparatif ». On y retrouve bien le rôle précurseur de l'IGPDE, car ce colloque semble être une première en la matière, avec ce regard comparatif sur nos organisations, qui intervient bien sûr à un moment particulièrement crucial, puisque nos organisations ont été mises à l'épreuve de la crise et ont eu à se réorganiser, ou en tout cas à se mettre en situation d'assurer l'accompagnement de l'économie dans cette période de crise. On sait à quel point les regards croisés sont enrichissants. Et je crois que nous pouvons donc attendre beaucoup de cette journée. En tout cas, moi, j'en attends beaucoup également. Cette thématique du regard croisé, elle a été souhaitée et engagée à l'occasion des 20 ans du secrétariat général de Bercy, qui a précédé l'anniversaire de l'IGPDE d'1 an, l'année dernière, anniversaire qui a notamment été célébré par un numéro spécial de la revue de l'IGPDE Action publique, Recherche et pratique, qui développait déjà, qui permet de présenter beaucoup d'expériences étrangères. Et donc, sur cette base, nous avons souhaité bien les mettre en action aujourd'hui et organiser des échanges avec plusieurs homologues étrangers des ministères. Je crois que la revue, d'ailleurs, est disponible à l'entrée. Un peu de publicité au passage. Ce travail de réflexion est venu apporter un éclairage sur les interdépendances qui lient la conduite de la politique de l'action publique et la réforme de l'organisation des ministères économiques et financiers. À Bercy, on peut citer plusieurs exemples de ces transformations, notamment, j'en profite pour parler un petit peu du secrétariat général, la création du secrétariat général, qui est en effet assez récente puisqu'elle remonte à 2000, et visait à mieux piloter les chantiers de modernisation et de transformation du ministère et à mener le dialogue social indispensable qui les accompagne. Une des leçons de l'échec, il faut le dire, à l'époque de la première tentative de réunification des deux administrations fiscales qui aura finalement été possible presque 10 ans plus tard avec la création de la DGFiP, dont plus personne ne conteste aujourd'hui la pertinence. Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'échec de 2000 a eu un impact sur l'organisation, donc création d'un secrétariat général qui, à l'époque, était une petite administration de mission très en lien avec le ministre et très impliquée dans un dialogue social beaucoup plus proactif qu'il n'avait pu l'être jusque-là, pour accompagner les transformations, puisqu'on a bien vu que c'était une condition sine qua non de la réussite des réorganisations qui apparaissent nécessaires sur le papier, mais qui peuvent se heurter à une mise en œuvre pas suffisamment préparée. Discuter de l'impact de l'organisation administrative sur les effets concrets de l'action publique revient évidemment à évoquer la question plus large qui nous préoccupe tous de la performance, c'est-à-dire de la capacité de l'administration à atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le politique,
avec une économie de moyens indispensable quand on vit sur les deniers publics. Donc c'est un des sujets, je pense, qui sera développé aujourd'hui. Comme d'autres ministères des Finances européens et étrangers, l'organisation de Bercy est un excellent traceur des grandes ruptures politiques et économiques. On peut remonter à la structure du ministère après 1945, où l'on retrouve la trace d'un objectif de relance très keynésienne de l'économie qui a engagé les 30 Glorieuses. Ensuite, nous avons assisté à plusieurs réformes, grandes réformes managériales, et l'intensité de leur mise en application a fait évoluer à la fois les rapports de force au sein de l'État, et notamment entre les ministères économiques et financiers et les autres administrations, mais aussi l'organisation interne du ministère. Observer ces efforts et ces réformes d'organisation à des fins de performance, c'est aussi discuter et observer le poids des ministères économiques et financiers et leur influence au sein de l'État tout entier, et en définitive, regarder ce qu'il en est des transformations de l'État lui-même. Les ministères économiques et financiers ont en effet ceci en commun de préparer et mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière économique, financière, budgétaire et fiscale, ceci d'accompagnement des entreprises, ceci aussi bien d'ailleurs au niveau interne qu'au niveau international. Leurs caractéristiques et leur organisation évoluent très fortement dans le temps, à la fois par le nombre des politiques publiques conduites, par les compétences, par les effectifs, par les organisations et les strates hiérarchiques et par les rapports entre l'administration et le politique, qui est sans doute un des points où la France est sans doute assez spécifique. Je remercie par conséquent l'IGPDE de mettre en perspective l'organisation des ministères économiques et financiers en France et à l'étranger pour mieux comprendre en quoi les convergences, mais aussi les différences avec nos homologues peuvent être des sources d'inspiration. C'est toujours une grande source d'inspiration de discuter avec les collègues étrangers pour l'organisation de notre ministère. Un trait commun est évidemment le poids des cultures administratives nationales dans l'organisation de chaque ministère des Finances, et nous en verrons sans doute des exemples dans tout le déroulement de cette journée. Mais il y a aussi des points communs et des grandes réformes communes dans le cadre de la recherche de la performance, la mutualisation, une meilleure coordination, une plus grande intégration, le recentrage sur les missions stratégiques, qui peut amener l'externalisation des tâches opérationnelles, sont aussi à l'œuvre dans plusieurs pays étrangers, et donc nous en verrons aussi des exemples et des inspirations. En raison des traditions administratives, en effet, ces mêmes mouvements, ces mêmes objectifs peuvent prendre des formes différentes selon les États dans lesquels elles se situent. Ainsi, en France, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a historiquement été le porteur, l'inventeur de la réforme de l'État, de la transformation publique, qui lui est souvent rattachée, d'ailleurs en termes d'organisation administrative. Ces objectifs sont nés au sein de la direction du budget. Ils restent d'ailleurs dans ces missions, dans les missions de la direction du budget telles qu'elles sont écrites, mais progressivement, on a assisté à l'identification d'entités qui sont porteuses de cette politique de transformation publique, à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a dans l'organisation administrative, dans l'organisation gouvernementale, compte tenu de l'ampleur des réformes qui sont portées par l'actuel gouvernement, un ministère spécifique. Il y a eu d'abord la Direction générale de la modernisation de l'État en 2005, puis la création du SGMAP en 2012, et aujourd'hui la DITP, qui a souvent été intégrée au périmètre ministériel, mais qui aujourd'hui, donc, comme je le disais, est dans un ministère ad hoc, même si elle reste extrêmement liée à nous, ne serait-ce que parce que le secrétariat général du ministère des Finances assure sa gestion administrative. Il en est de même pour la fonction publique, qui va évidemment de pair avec la réforme de l'État,
La DGAFP est aujourd'hui dans le périmètre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, mais elle était encore récemment dans le périmètre du ministère de la Transformation et des Comptes publics, qui est un des ministères économiques et financiers. Et elle est également rattachée au secrétariat général des ministères économiques et financiers. Si la transformation permanente du ministère participe de l'ambition interministérielle de rendre l'administration plus proche, plus simple et plus efficace, on peut trouver plusieurs exemples. Je ne vais pas être trop longue, donc je n'en citerai que un ou deux. D'abord, la création de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, en 2008, puis la transformation actuelle de son réseau avec le nouveau réseau de proximité de la DGFiP. Cette direction est porteuse de plusieurs grands axes de transformation publique, notamment le droit à l'erreur. Je pense que ça mérite d'être souligné parce que dans un pays comme la France, mais je vois Hans Dont, mon collègue belge, qui opine, donc je pense que ce n'est pas qu'une problématique française. L'introduction du droit à l'erreur, en termes de culture administrative, je pense que c'est quand même une nouveauté importante, et donc c'est porté par la DGFiP, qui par ailleurs est en charge de moderniser les outils de la lutte contre la fraude, et vous avez vu notamment dernièrement l'utilisation acceptée en partie par les autorités juridiques de notre pays des réseaux sociaux. Donc on voit que l'administration n'est pas enfermée dans la naphtaline et qu'elle est tout à fait en lien avec les outils modernes pour les missions qui lui sont confiées. Autre exemple, la création de la Direction générale des entreprises, qui est issue de la réunification de plusieurs directions du ministère et qui a mené récemment une modernisation de son organisation qui est très exemplaire et très pilote, avec une réforme profonde de son réseau, un resserrement de son réseau sur le territoire, mais aussi la mise en place d'une organisation en administration centrale en mode projet qui est très novatrice et qui se traduit, y compris d'ailleurs dans ces locaux qui sont aussi des locaux que nous avons fait en partenariat avec elle au secrétariat général et qui incarnent une vision de l'administration qui est assez nouvelle. Je citerai également, d'ailleurs, dans les réalisations, la mise en place d'un guichet unique pour les entreprises. Alors là aussi, en termes de culture administrative, il s'agit d'inverser un peu les choses, puisque au lieu d'imposer notre complexité à nos usagers, nous nous en chargeons. Bon, je pense que la complexité reste quand même assez grande au sein des administrations, mais l'usager, lui, ça doit être transparent pour lui. Donc on met en place d'ailleurs un portail unique du recouvrement, c'est un des grands travaux qu'on mène actuellement, qui permettra donc d'aller au-delà du périmètre fiscal en intégrant le périmètre des cotisations sociales. Mais ce guichet unique pour les entreprises permettra aux entreprises d'avoir un lieu d'accès unique pour se créer et évoluer et obtenir les accompagnements nécessaires. Donc ce qui entraîne ces réorganisations, ces transformations culturelles, ces transformations en profondeur de l'action du ministère, c'est évidemment l'expérience des usagers, c'est aussi évidemment la crise. Je voudrais citer aussi d'ailleurs parmi les exemples le fait que l'expérience des usagers, les techniques d'expérience usagée sont en train de perfuser de manière extrêmement proactive actuellement au sein de l'administration. J'ai employé d'ailleurs le terme de proactive parce qu'un de nos objectifs maintenant, après la transformation, enfin la révolution culturelle, si je peux me permettre, du droit à l'erreur, c'est de développer l'administration proactive, c'est-à-dire une administration qui va venir de manière proactive aider les usagers à accéder à leurs droits. C'est aussi d'ailleurs un des effets positifs de la révolution de l'utilisation des données dans l'administration, puisque l'administration détient, et notamment l'administration fiscale, des données particulièrement importantes pour les usagers pour permettre leur accès aux droits. Je vais citer un exemple. Il existe un produit d'épargne en France qui s'appelle le livret d'épargne populaire, qui est un grand frère en termes de rémunération du livret A et qui est réservé aux personnes qui ont des revenus qui ne dépassent pas un certain plafond.
il est de notoriété publique que beaucoup des personnes qui auraient droit à ce produit n'exercent pas leurs droits parce que c'est compliqué, ils ignorent comment ça marche, etc. L'administration, demain, pourra leur signaler qu'au vu de la déclaration fiscale qu'ils ont remplie, ils peuvent bénéficier de ce droit. Donc ça veut dire qu'on va vraiment permettre aux usagers non seulement d'avoir, je dirais, un accès plus facile, plus ergonomique à nos propres services, et je citerai là la bonne performance en termes de notation du site des impôts, personne n'aime trop payer les impôts, mais tout le monde reconnaît que le site des impôts est particulièrement performant. C'est un modèle pour beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Donc, au-delà de cela, l'administration va se placer en situation d'aider de manière proactive les usagers à faire valoir leurs droits dans d'autres domaines sur la base des données dont elles disposent. Voilà quelques mots sur nos chantiers et nos révolutions culturelles. Évidemment, comme je l'ai évoqué, la crise a beaucoup questionné nos organisations et nous a amené à réagir extrêmement rapidement, avec une réactivité d'ailleurs inédite sur la façon dont nous pouvions nous organiser pour d'abord répondre à la crise. Ça a été l'activation et le renforcement extrêmement rapide de la cellule de continuité économique dont la responsabilité incombe au ministère de l'Économie et des Finances, même au-delà d'ailleurs de son périmètre ministériel, puisqu'elle regroupe l'ensemble des administrations qui ont un lien avec des secteurs économiques, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère en charge des questions de travail, le ministère en charge de l'énergie et des transports. Donc, tout d'abord, nous avons activé et renforcé considérablement cette cellule de continuité économique. Ensuite, nous avons été amenés à créer des instances légères de coordination. Je pense qu'en matière de crise, c'est ce qui est un petit peu éprouvé, de manière à réagir soit de manière transversale, c'est le cas du secrétariat général en charge du plan de relance, mais aussi dans un certain nombre de cas avec des task force très précises pour traiter des sujets sur lesquels il y avait besoin d'accélérer considérablement. J'en citerai deux. Une dont on voit les effets quand on est à la place où je suis, c'était la task force masque. Voilà. Et il y a eu aussi, ça se voit moins, mais je pense que vous avez tous bénéficié d'un contrôle du pass sanitaire en rentrant, la task force vaccin. Donc, dans ces périodes de crise, on se met en situation d'avoir des instances extrêmement agiles, légères, de coordination. Un des enseignements de la crise, d'ailleurs, de mon point de vue, puisque je suis secrétaire générale, mais aussi aux fonctionnaires de défense et de sécurité, donc en charge de la gestion de crise, c'est qu'il faut absolument que les administrations soient bien préparées et identifient notamment quelques viviers dans lesquels on peut aller puiser en cas de besoin. Parce qu'évidemment, nos dispositifs de gestion de crise existent de manière permanente. Ils assurent la préparation des plans de continuité d'activité, ils assurent le fait de faire des exercices de crise pour se préparer. Mais toute personne qui a vécu des crises, et j'en ai vécu 3 dans ma carrière, savent que il faut une crise n'est jamais la même que la précédente. Alors ça sert d'avoir vécu des crises, mais il faut effectivement être extrêmement réactif, adaptatif, et se mettre en situation de traiter les sujets très rapidement au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je pense que tout le monde a été confronté à cette nécessité. Donc il faut avoir des viviers, parce qu'effectivement, il faut en quelques heures pouvoir mettre sur pied un secrétariat général du plan de relance, une task force sur tel ou tel sujet. Et donc, c'est un des enseignements de la crise pour nous. On a bien sûr des administrations permanentes, mais on doit aussi avoir cette capacité d'organisation ponctuelle extrêmement rapide sur certains sujets. Autre exemple, et ça sera le dernier que je citerai, la mise en place du Comité national de sortie de crise. Donc, cette instance a débuté en juin 2021 sur le modèle
un petit peu d'ailleurs de la cellule de continuité économique, puisqu'il réunit l'ensemble des acteurs de l'économie, mais également le ministère de la Justice, pour accompagner et conseiller les entreprises qui sortent financièrement en fragilité de la crise. Là aussi, on bâtit sur le passé. Jacques de Larosière me racontait récemment comment il a inventé le CIRI, le comité interministériel à la restructuration industrielle, en bâtissant déjà un embryon de ce qu'on retrouve aujourd'hui au sein de ce comité, c'est-à-dire la coopération entre la justice, puisque le ministère de la Justice est en charge de toutes les procédures qu'on appelle aujourd'hui de redressement judiciaire, et le ministère de l'Économie est en charge des entreprises. Et donc, au CIRI, il y avait toujours un magistrat. On en a connu de très célèbres, dont Eva Joly d'ailleurs. Et donc, cette manière de mettre en place une structure qui regroupe toutes les compétences nécessaires pour comprendre la situation des entreprises et les accompagner, le ministère avait une longue histoire en la matière, et donc nous avons pu la mettre au service donc, de ce nouvel objectif d'accompagnement de la sortie de crise. Longue histoire, mais aussi tradition d'innovation, puisque parmi les outils qui seront utilisés par ce comité, il y a le dispositif qu'on appelle Signaux Faibles, qui est une des start-up d'État du ministère, qui a été d'ailleurs accompagnée par le secrétariat général et incubée, comme on dit aujourd'hui, au sein de notre incubateur de start-up. Voilà, donc nous allons évoquer aujourd'hui tous ces enjeux et toutes ces réponses organisationnelles à la crise sanitaire, mais aussi de façon plus structurelle à la réforme et à la transformation publique, qui sont des enjeux essentiels portés par nos ministères dès lors qu'ils sont en charge de la performance de nos économies, puisque la performance de l'administration est évidemment un des éléments clés de la performance économique. Sans aucun doute, les exemples étrangers, je le répète, seront une inspiration pour aller plus loin, trouver de nouvelles idées, et donc c'est un des objectifs de cette journée. Ça va nous permettre d'élargir nos horizons, de connaître et donc de s'inspirer de nouvelles manières ou d'autres manières de faire. Et votre présence et les échanges que nous aurons y contribueront. Et je vous en remercie par avance parce que, comme vous le constatez, nous abordons tous ces sujets avec beaucoup d'humilité. Et donc tout ce qui peut nous aider à réfléchir, à nous inspirer d'exemples étrangers, à nous inspirer des réflexions du monde de la recherche et du monde académique, sera particulièrement bienvenue au moment où nous devons une énième fois nous réinventer. Je souhaite une excellente conférence à tous et je laisse la parole, je pense, à la première table ronde. Merci beaucoup.